On se retrouve dans la section 3 relative à l'économie post-scientifique. Donc c'est une pensée réformatrice, et une pensée qui vient critiquer, qui vient ajouter de nouvelles idées, peut-être contre le système capitaliste et même contre les classiques. Alors à ce titre-là, on trouve le courant marxiste, un courant qui est fondé par Karl Marx, et c'est un philosophe, un sociologue et un économiste, et il a beaucoup d'ouvrages, dont les plus célèbres, c'est le Manifeste du Parti communiste et aussi le Capital. Alors, les circonstances de l'apparition de ce courant, ou encore de l'apparition de cette pensée post-scientifique, c'est à partir du 19e siècle, puisque le développement du système capitaliste à l'époque a causé la marginalisation de la classe ouvrière. Et cette classe qui va se manifester par la suite, et ce qui a conduit à l'émergence de nouvelles idées, telles que les idées marxistes et aussi les idées marginalistes. Selon Karl Marx, on croit au principe du matérialisme historique, c'est-à-dire que les sociétés changent, car il y a toujours une lutte continue d'intérêts, il y a des oppositions de pouvoir entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres. Et il trouve que le système capitaliste est un système instable, car la valeur qui est créée toujours par le travail est répartie d'une façon injuste, d'une façon déséquilibrée, au profit des capitalistes rasmelines, des entrepreneurs qui vont toucher une plus-value, ce qu'on appelle la plus-value هي فائض القيمة. Donc c'est un profit qui est excédentaire, supplémentaire, détenu par les capitalistes mais sans aucune contrepartie, contre le salaire de subsistance qui est un petit salaire versé aux ouvriers. Donc même selon Karl Marx, la source de la valeur, c'est le travail, au même titre que les musulmans et au même titre que les classiques. Mais il évoque la question du travail, non pas pour analyser le système capitaliste, mais pour le critiquer. Voilà. Après, on aura le courant néoclassique. C'est un courant marginaliste, néoclassique, parce que ce sont les nouveaux classiques, néoclassiques, et un courant qui détient les mêmes principes classiques, à savoir la propriété privée des moyens de production, le libéralisme économique, donc le laisser-faire, le laisser-passer. Ils sont contre l'intervention de l'État. Ils demandent un désengagement de l'État. Mais selon eux, malgré tout, ils se considèrent comme des classiques aussi, mais ils trouvent que la source de la valeur n'est pas le travail, c'est plutôt l'utilité marginale, al-manfa'a al-hidiyya, ou encore al-nudra, la rareté. Plus le bien est rare, plus sa valeur est grande. Et la chose qui donne la valeur à un produit, c'est sa dernière unité disponible sur le marché. J'ai besoin de stylo. Le prix que je vais donner à ce stylo, c'est en fonction de sa disponibilité, c'est en fonction de sa rareté ou bien de son abondance dans le marché. Si je trouve deux, je suis prête à payer un prix qui est plus cher que le prix que je suis prête à donner lorsque je trouve 10 stylos sur le marché. Voilà, donc avec la question de l'utilité marginale, on va la traiter dans le cadre du chapitre 3. Quand on parle de la théorie du consommateur, c'est une théorie qui s'assoit sur deux notions. C'est la notion ancienne, la notion traditionnelle, classique, liée à l'utilité, et il y a la notion nouvelle qui est liée à l'indifférence du consommateur. Et quand on parle de l'utilité, c'est une expression des différentes combinaisons consommées de X, de Y, de Z, donc de l'ensemble des produits qui se trouvent dans le panier du consommateur. L'expression utilité marginale veut dire tout simplement que votre utilité augmente, votre satisfaction augmente avec l'ajout des unités supplémentaires consommées, soit de X, soit de Y, soit de Z. Et voilà, donc à travers cette utilité,
nous allons essayer de déterminer l'optimum du consommateur, l'optimum de la consommation en fonction de plusieurs méthodes. Il y a la méthode de substitution, il y a la méthode directe, il y a la méthode de Lagrange, donc une série de méthodes. Mais en fait, sur le plan mathématique, quand on parle d'utilité marginale, ce n'est que la dérivée première de la fonction d'utilité par rapport à une variable donnée. Alors, grosso modo, c'est la pensée qui a été traitée, défendue par les marginalistes, les néoclassiques, et la pensée économique ne va pas s'arrêter juste à ce niveau-là, parce que toujours il y a de nouveaux phénomènes, il y a des problématiques, et en effet, au cours des années 30, le système capitaliste a connu une crise, c'est la crise de surproduction, c'est la crise d'inflation monétaire, Nilat al-Khamis al-Aswad, la crise de Wall Street du jeudi noir. Et à ce titre-là, les idées qui ont été défendues par les classiques ne vont plus servir, puisque le système capitaliste ne peut pas connaître tout le temps un équilibre spontané, un équilibre automatique. Donc, il est nécessaire de faire appel à l'intervention de l'État. Il est nécessaire de réguler le système par le biais de ce qu'on appelle la demande effective. Voilà, et donc c'est une autre pensée qui sera défendue par l'auteur britannique John Maynard Keynes et qui est le fondateur du courant keynésien. Voilà, donc on a traité ce chapitre qui reste un chapitre aussi théorique, un chapitre de dissertation et de rédaction. Donc à ce titre-là, on peut poser des thématiques comme sujet donc de test et c'est nécessaire à ce titre-là d'adopter une méthodologie adéquate à travers une introduction, un contenu, un développement et aussi une conclusion. Et donc, c'est comme le chapitre 1, des chapitres d'apprentissage. Le chapitre 3 sera à la différence, un chapitre technique, un chapitre de calcul, d'exercice, et surtout dans cette notion qui est la notion d'élasticité. Et on va comprendre au niveau de ce chapitre qui est le chapitre 3, la signification de la demande, de l'offre, et à quel moment on peut parler d'un équilibre économique, et par voie de conséquence traiter beaucoup de questions, beaucoup d'exercices en matière dans le cadre des séances de TD, Inch'Allah. Donc, bonne continuité. Et surtout, on essaie toujours de rester à jour avec l'enseignant à travers une bonne révision parce que le temps presse. Et ce qui nous restera, Inch'Allah, ce sont les exercices après le chapitre 3 et aussi le chapitre 4. Merci et à très bientôt.